Et je compte le faire de manière peut-être plus systématique, Inch'Allah, dans un futur proche. Oui, professeur Gano et docteur Aliba vont nous aider pour la tradition en Pulaar, Niti. En Pulaar, ça donnerait quoi? Peut-être dans les prises de position. Selon Détour, c'est une réponse par rapport à ce concept. Un concept, vous l'aviez dit, professeur, qui est tiraillé entre la philosophie et la politique. Est-ce que ce n'est pas le talon d'Achille de ce concept? La philosophie pense, la politique agit, et aujourd'hui elle agit mal, d'où le triomphe du nationalisme. Est-ce que c'est le mal de ce concept d'être entre le marteau politique et l'enclume de la philosophie? Il y a bien un marteau politique et l'enclume de la philosophie. Les deux devraient pouvoir aller ensemble, c'est-à-dire qu'une politique devrait pouvoir s'éclairer d'une réflexion philosophique. Il peut arriver en effet qu'on ait le sentiment que la politique, ça consiste à écarter toute considération philosophique au nom d'une part de l'urgence, au nom de l'engagement, au nom de la philosophie de l'action. Or, c'est là, au fond, où il faut toujours se souvenir qu'il n'y a aucune urgence d'agir qui vaille de mettre entre parenthèses le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion est toujours nécessaire. Quand les urgences sont là, effectivement, il faut pouvoir savoir aussi prendre la distance philosophique que la réflexion elle-même nous impose, malgré la pression de ces urgences-là. L'idéal étant évidemment de pouvoir faire les deux. Et c'est ce qu'a fait Mandela. Mandela, dans une interview, a dit « Le mot Ubuntu signifie beaucoup de choses, mais au bout du compte, cela signifie ceci, rendre la communauté meilleure. » Rendre la communauté meilleure. C'est-à-dire à la fois la créer, la constituer, faire qu'il y ait communauté, et deuxièmement, faire en sorte que cette communauté devienne meilleure. C'est la traduction politico-philosophique que Mandela donne de Ubuntu, là où, comme je l'ai dit tout à l'heure, Desmond Tutu avait davantage en vue une signification éthico-théologique. Mais les deux convergent, comme les deux doivent converger. Mandela a montré, en donnant au monde ce mot de Ubuntu, je suis en train ici de citer l'éloge funèbre prononcé par Barack Obama lors de l'enterrement de Mandela, enfin l'hommage qui lui a été rendu en Afrique du Sud. Obama disait Mandela a fait un don à son peuple sud-africain et a fait un don au monde, et ce don c'est Ubuntu. Et il a parfaitement raison. Mandela est cet homme extraordinaire qui est passé de l'appel à l'action, qui était l'urgence même de l'émancipation, parce que l'oppression étant là, la seule réponse possible à l'oppression, c'est évidemment la résistance, quelque forme qu'elle puisse prendre. By all means necessary, comme disaient les Black Panthers à l'époque. Mais ça ne l'a pas empêché d'être aussi un homme de méditation et un homme de réflexion. Et c'est la méditation et la réflexion, symbolisées en quelque sorte par son retranchement dans sa prison, qui l'ont conduit à cette idée que, au fond, la réalisation de l'émancipation se faisait dans la constitution de l'humanité. Que le premier qu'il fallait tenir ferme, un universel, et que le premier universel, c'est l'humanité. Et que le socialisme, parce qu'il était marxiste, socialiste disons, et que le socialisme au fond n'avait pas d'autre signification que cette constitution d'une communauté et rendre meilleure cette communauté-là. Et c'est une leçon dont il faut que nous nous souvenions aujourd'hui pour ceux d'entre nous qui ont à cœur de penser une reconstruction du socialisme, non pas comme le discours qui se disait scientifique et qui a été tout à fait mortifère, comme on s'en est rendu compte, et qui a conduit à l'écroulement des partis du socialisme dit réel. Cette reconstruction se fera, je pense, sur la base d'un humanisme et d'une forme de spiritualisme au sens
de l'esprit soulevant la matière, ou bien au sens, au fond, d'un horizon que l'on se donne, un horizon d'humanité. Et que faisons-nous de nos singularités, professeur? Vous parliez tout à l'heure de communauté, de ensemble, d'habiter la terre ensemble. Que faisons-nous de nos singularités? Excellente question, parce qu'en effet, être ensemble, cela suppose aussi l'affirmation de nos identités. Il ne s'agit pas de transformer nos identités en des identitarismes. Le problème, c'est les identitarismes. Faire de mon identité une politique, c'est absurde. C'est une impasse. Malheureusement, dans le monde de la fragmentation où nous vivons, dans le monde des tribus, chacun fait de sa tribu et de son particularisme et de son identité l'alpha et l'oméga de sa politique. Je fais la politique qui est la mienne parce que j'ai l'identité qui est la mienne. Ça, c'est s'enfermer encore dans les logiques tribales. En revanche, cela ne signifie pas que pour faire communauté, il faille effacer qui on est. Au contraire, comprendre que le monde est pluriel, qu'il est tissé de différences, c'est la condition même d'une orientation commune vers un horizon d'universalité. Comprendre que l'affirmation de soi et de son identité se fait dans un même geste d'ouverture à la communauté et de constitution de la communauté. La meilleure expression de cela, en fait, et malheureusement, enfin je dis malheureusement, moi je dis heureusement pour moi, mais malheureusement parce que chaque fois que l'on parle de Senghor, vous avez des gens qui sont prêts à s'exciter et à considérer que c'est parce que je fais partie de ce que aujourd'hui on appelle les élites occidentalisées et cosmopolites que je le cite volontiers. Mais on ne peut pas faire mieux que cette phrase, mesurer l'orgueil de sa différence au bonheur d'être ensemble. Essayez de penser cela sans les termes senghoriens que voilà, vous n'y arriverez pas. Donc il va bien falloir quand même lui trouver une petite place dans le panthéon des grands penseurs dont notre continent peut être fier. Un panthéon au fond où les personnages ont toutes les raisons d'être parfaitement réconciliés. Les différends s'effacent dès lors qu'avec le temps, ne surnage plus que ce qui a été. Ça y est. Merci. Dès qu'on dit Panthéon, la voix des dieux résonne. Voilà. Ah, ça résonne encore. Mais le problème, professeur, c'est que pourquoi je parlais tout à l'heure des singularités, pourquoi le culte de cette singularité ou des singularités marche? Pourquoi Ubuntu peine à prendre sa place dans le champ politique, pour être plus pragmatique? Parce qu'il y a un instinct de tribu et il n'y a pas un instinct d'humanité. La tribu n'a besoin de rien, elle a besoin simplement d'un instinct qui est inscrit en nous. C'est le côté animal chez nous. C'est le fait que nous naissons tout naturellement dans une langue. Nous naissons dans une famille. Nous naissons dans un clan. Nous naissons dans une nation. Eh bien, ça, c'est de purs accidents de naissance. Mais ces accidents de naissance correspondent à un instinct de tribu. Et donc, tout naturellement, comme disait un souverainiste qui vient de mourir, qui est Jean-Marie Le Pen, j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que, etc., etc. Et donc, il part effectivement d'une sorte d'évidence, et puis il fait comme si l'amour de l'humanité était une sorte d'élargissement progressif. Or, si on commence comme ça par l'instinct tribal, avant qu'il sorte de l'hexagone français, sa capacité d'aimer est déjà épuisée. Alors, on peut parfaitement imaginer que sa capacité d'aimer ne va pas passer la Méditerranée. Ça veut dire donc qu'il faut bien la construction de l'humanité comme une construction en effet. Une construction philosophique. Les philosophes le savent et l'enseignent que l'humanité est le premier universel, même s'il n'y a pas un instinct qui lui correspond, précisément parce que l'humanité n'est pas de l'ordre de l'instinctif,
il est de l'ordre de la réflexion. Mais pas seulement de la réflexion, il est également de l'ordre de l'émotion. L'émotion en particulier portée par la religion. Quand la religion dit qui est mon prochain, est-il demandé dans la Bible, et quand le Christ indique à ses disciples que le prochain ce n'est pas forcément le proche, eh bien la force d'émotion que porte la religion nous enseigne à penser l'idée d'humanité. Donc si on veut être un laïc forcené, allons vers la philosophie la plus rationaliste, celle-là nous donnera le concept d'humanité. Mais si on a également une sensibilité religieuse et une sensibilité spirituelle, c'est la raison pour laquelle je disais que la reconstruction du socialisme peut se faire également sur une base spiritualiste, eh bien à ce moment-là, l'humanité devient en effet une réalité. Mais c'est une réalité que nous avons encore une fois la responsabilité et la tâche de produire. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, nous n'avons besoin de rien pour produire l'instinct de tribu qui nous fragmente, qui fait que nos politiques sont devenues des politiques de la polarité absolue, où il ne s'agit plus seulement d'avoir des différents, parce que les différents peuvent encore parler le même langage, mais d'avoir carrément des positions absolument irréconciliables, comme l'étaient les tranchées de la première guerre mondiale, où on a l'impression que les partis politiques poursuivent, que chaque parti poursuit la mort de l'autre, et pas simplement établir une conviction qui va emporter l'adhésion, ce qui est la définition même de la démocratie. La crise de la démocratie que nous vivons aujourd'hui et que nous vivons sur tous les continents, chez nous ça se traduit aussi par des coups d'État, eh bien, mais cette crise de la démocratie est liée aussi à la fragmentation et à la tribalisation et à la racialisation de notre monde aujourd'hui, où toutes les identités sont devenues des identitarismes et les politiques sont devenues des politiques d'identité. On passe son temps à dire que la politique, ça doit être l'affirmation forcenée d'une identité en sautant sur sa chaise comme un cabri. Doit-on oublier la masse? Le sujet dont parlait le professeur Badondoy, ceux qui votent, le peuple. Pourquoi ce besoin de repli identitaire? Aujourd'hui, parce que aussi c'est une attitude défensive, parce que l'émotion sur laquelle il est le plus facile d'agir, c'est la peur. Je peux contrôler la peur de l'autre, la peur que j'inflige à l'autre, en disant par exemple, faites très attention, les immigrés sont là, ils nous envahissent, il faut faire une rémigration, qui est d'ailleurs un mot, ça c'est l'euphémisme délicat des Européens qui parlent de rémigration. Les Américains parlent eux carrément de déportation. Les Européens n'osent pas parler de déportation parce que évidemment, déportation ça évoque les nazis, mais c'est bien ça que veulent les partis d'extrême droite, qui jouent tous sur la peur. Et la peur devient très facilement aussi ressentiment. Là, il y a une sorte de parenté et de communication entre la peur et la colère, le ressentiment. Cherchez-vous un bouc émissaire, ayez très peur et cherchez-vous un bouc émissaire et n'arrêtez pas de dire que tout le malheur vient de X. Alors X, vous le construisez comme vous voulez. Et à ce moment-là, vous faites des sortes de communautés artificielles. Parce que ces communautés ne sont pas construites sur Ubuntu, sur le sentiment positif de faire humanité ensemble, mais elles sont construites sur le rejet de l'autre. C'est parce que l'autre, je le définis comme un épouvantail, que je nous constitue comme communauté. Et à ce moment-là, vous vous constituez comme une communauté purement réactive par rapport à quelque chose d'extérieur à vous. Et ça vous soude, mais ça vous soude sur la base de la peur et ça vous soude sur la base du ressentiment. Regardez beaucoup de discours politiques aujourd'hui comme ils ont besoin d'être toujours dans l'accusation de quelqu'un d'autre. Parce que, en effet, vous avez dans cette accusation permanente de quelque chose qui vous est extérieur et vous constitue comme groupe et comme communauté, mais de l'extérieur, vous avez besoin de cela, en effet, pour être communauté et avoir le sentiment que vous êtes ensemble dans une forme de résistance et dans une forme de victimisation
permanente. Vous avez besoin toujours d'un fantôme. S'il n'existe plus, vous le créez. Et à ce moment, cette façon de faire communauté, qui est une façon tribale, n'est pas une communauté construite sur des bases positives. La communauté construite sur des bases positives, c'est précisément cette communauté humaine dont est porteur le concept de Ubuntu. Mais vous lâchiez un mot tout à l'heure, c'est le mot religion. Vous dites dans votre ouvrage que ce concept ou ce mot doit jouer une sorte de catapulte au concept Ubuntu. Pourquoi? Parce qu'il est né comme cela. Il est né comme cela. Ubuntu a une valeur religieuse. Il y a une valeur religieuse dans le fait de penser une humanité en voie de constitution. Ce n'est pas un hasard si, au fond, ces ouvrages-là, vous avez montré la parenté qui les lie. Il y a une parenté profonde entre ce que j'écris là et la réflexion que j'ai menée sur un philosophe comme Mohamed Iqbal. Ça a l'air d'être totalement détaché. Mais l'idée que Mohamed Iqbal nous a appris à penser d'abord que le monde est toujours un mouvement et un devenir. On est inscrit dans une cosmologie de l'émergence. Le monde n'est pas constitué une fois pour toutes. Il est toujours un monde ouvert à l'activité créatrice de Dieu. Et l'humain participe de cette activité créatrice. L'humain se fabrique, s'invente, se constitue comme humain dans l'action de transformation du monde et dans l'action d'inscrire sa propre activité à l'intérieur de l'activité créatrice de Dieu. C'est la même chose qu'Ubuntu. C'est la même chose qu'Ubuntu, simplement dans un cas, je suis dans le cadre de la philosophie islamique et dans l'autre cas, je suis dans un cadre plus laïque, plus ouvert, plus politique peut-être, de réflexion sur la signification d'une sortie des tribalismes vers ce premier universel qui est l'humanité. Mais au fond, c'est la même chose. Il y a une sorte de profonde unité dans ce que j'essaye de faire, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'il faut toujours avoir ce test bergsonien. Vous avez vraiment une pensée philosophique si vous avez une pensée unique, qui se décline maintenant de différentes manières dans différentes sphères et dans d'autres directions, mais il doit y avoir un foyer de sens. Le foyer de sens, c'est celui-là. L'humain devient pleinement ce qu'il a à être à l'intérieur d'une cosmologie de l'émergence. Eh bien, tout cela est ce que contient aussi le mot de Ubuntu. La racine Ubuntu, on nous explique, les philologues, les bantouisants, nous expliquent que c'est une racine qui signifie à la fois être et force. Ce qui existe, la base même de l'existence, et la force. Donc voilà le cadre dans lequel on peut en effet penser une action politique comme une action de constitution de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle le sous-titre de mon livre, Universalisé, c'est l'humanité par les moyens d'humanité, qui est une citation de Jean Jaurès. Jean Jaurès crée le journal d'Humanité, et l'éditorial, le premier éditorial, est celui dans lequel il explique quelle est la finalité de son journal, et il dit notre but, c'est l'humanité. Et il explique que cette création de l'humanité comme une communauté est la même chose que le mouvement de socialisation, le socialisme lui-même. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il s'inscrit parfaitement dans la même philosophie que son camarade de l'école normale supérieure, qui était Bergson. Bergson aussi estime que la finalité de l'humain, c'est le cosmopolitisme, au sens où la police, c'est-à-dire la cité, ça devient la totalité du cosmos. Ceci, il est nécessaire que nous le pensions aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi urgent de penser une politique comme une cosmopolitique, c'est-à-dire une politique de l'humanité, une politique dont le sujet serait l'humanité dans sa totalité, à une époque où nous avons connu une pandémie qui nous commande d'agir désormais comme une seule et même humanité, et à une époque où nous sommes en train de détruire notre planète d'une manière qui nous impose aussi d'agir comme une seule et même humanité. Donc le cosmopolitisme doit être à l'ordre du jour, et il est à l'opposé évidemment de la fragmentation et du tribalisme. D'ailleurs, quand vous parlez de cosmopolitisme, quand vous parlez d'universel, quand vous parlez d'humanisme, on vous dit oui, mais vous êtes une élite occidentalisée et vous avez perdu vos racines, donc vous êtes une espèce de
tourbillon sans racines, etc., etc. Mais pourtant, c'est cela le chemin, comme disait Mitterrand. Le chemin également, c'est ce nouvel espace public, qui est le virtuel. Ubuntu, vous l'aviez dit, c'est mué en logiciel, Ubuntu, mais c'est muté en Frankenstein sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux face à Ubuntu, tremplin ou béquille? Les réseaux sociaux sont comme la langue des autres, la meilleure et la pire des choses. La meilleure dans la mesure où les réseaux sociaux, par définition et dans leur nom même, devraient être des moyens de faire communauté, de constituer de la sociabilité, de la socialité et d'être une traduction technologique de Ubuntu. Mais on voit que les réseaux sociaux peuvent aussi très facilement être transformés et être happés, pour ainsi dire, par le tribalisme. Le tribalisme se satisfait parfaitement de ces outils-là parce que vous pouvez constituer à l'intérieur des réseaux sociaux des sortes de bulles, même des sortes de commandos. Vous avez de véritables commandos politiques dans les réseaux sociaux qui sont là à l'affût de ce qui se dit et qui regardent si ce qui se dit ressemble véritablement à la direction qu'ils prennent, et si ce n'est pas le cas, waouh, c'est le lynchage médiatique des réseaux sociaux. Ça veut dire que vous allez aller dans une direction et vous le faites à la manière de commando, c'est-à-dire d'une manière tout à fait préparée et réglée. Ce n'est pas, on fait comme si les réseaux sociaux c'était simplement l'image de l'opinion à un moment donné. C'est pas vrai. On fabrique les opinions, on les manipule. Ça veut dire que, mettons que nous soyons 10. Hein, on prend 10 amis ici, chacun de nous se donne 10 pseudos. Et puis on est là à l'affût sur nos réseaux sociaux et nous jouons le jeu de nous répondre. D'ailleurs, j'écris quelque chose, je fais comme si je me répondais en prenant un autre pseudo et j'essaye de créer un effet boule de neige. Eh bien, les tribus marchent de cette manière-là. Les tribus aujourd'hui se sont emparées en grande partie des réseaux sociaux, mais il faut qu'on puisse imaginer de rendre les réseaux sociaux à leur destination première, à leur idéalisme premier. Malheureusement, nous n'en prenons pas pour l'instant le chemin. Il faut se souvenir que Zuckerberg a commencé comme un idéaliste, avec son hoodie, son côté un peu anarchiste, qui quitte Harvard sans avoir fini, etc., et qui a un air tout à fait idéaliste dans la signification qu'il donne à ses réseaux sociaux, parce que ça a commencé comme ça. Créer un petit réseau social à l'intérieur de Harvard, à l'intérieur de la Ivy League, et se rendre compte qu'on peut aller jusqu'à l'humanité. Aujourd'hui, il a perdu toute trace de son idéalisme. Il s'est mis entre les mains des tribalistes souverainistes que sont Trump et Elon Musk, et il vient de nous dire qu'il s'en fiche de la vérité. Oui. Ça ne l'intéresse plus. Il a enlevé le fact-checking. Il a enlevé le fact-checking de Meta. Et donc, ça veut dire que le fondateur même de ce réseau-là, d'un des plus premiers et des plus importants réseaux sociaux, décide que les fake news peuvent parfaitement, on peut s'accommoder des fake news, ce qui est diriger les réseaux sociaux vers leur tendance au tribalisme, au lieu de les diriger vers leur tendance à la création de l'humanité. Mais de toute façon, c'est le monde dans lequel nous vivons. On va vivre avec ces réseaux sociaux-là, avec leurs méfaits, mais il faut essayer en effet de toujours continuer le combat pour être digne de cet héritage que nous ont laissé Mandela et Desmond Tutu. La parole ouverte au public pour les questions avant d'enchaîner avec le deuxième ouvrage. Oui.